Réveille ton bise, tin, tin, tin. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma. Je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. Salut Claire, Salut Justine. comment tu vas? Écoute, très bien, très heureuse de te retrouver pour cet enregistrement. Aujourd'hui, je suis tellement contente de t'accueillir dans mon podcast. On se connaît depuis un petit moment. Nos chemins se croisent à nouveau aujourd'hui parce que tu as sorti un livre et c'est clairement le sujet du jour. Mais avant de tout dévoiler, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, donc je m'appelle Claire Vitou, je suis coach pour les entrepreneurs. Je les accompagne sur leurs questions de gestion du temps, productivité, voilà, avec tous les sous-sujets que ça peut intégrer, la rentabilité, ce genre de choses. Ça fait presque 10 ans que je suis à mon compte. J'avoue, je compte pas tant les années, mais la dernière fois j'ai regardé, on était dans ces eaux-là. Et donc j'ai un podcast qui s'appelle Bye Bye Procrastination sur lequel je publie régulièrement. Et tu l'as dit, pas de spoil, donc je viens de sortir un livre qui s'appelle Kill Your To-Do List sur ces sujets justement de gestion du temps pour les indépendants, les freelances et les entrepreneurs. Merci pour cette présentation aussi bien pitchée que racontée. Comme on l'a dit, clairement pas de surprise aujourd'hui sur le alors déjà le titre de l'épisode de podcast, mais aussi du coup le sujet du jour, puisque on va aborder ce que peut-être est en train de saboter votre business à l'heure actuelle, c'est-à-dire votre to-do list. Ce truc que vous remplissez, que vous cochez, qui peut parfois vous donner l'impression d'avancer, alors que parfois au fond, c'est juste un gros pédalage dans le vide, voire la semoule s'il y a un peu de chance dans le schmilblick. Et donc je suis ravie de te recevoir aujourd'hui puisque ton livre c'est clairement le sujet. Alors on peut se dire encore un sujet sur la to-do list. Oui, mais pas comme on peut penser la to-do list clairement. Donc c'est encore plus important que tu viennes parler de ça aujourd'hui. Je pense que tu vas bien dégoupiller toutes les croyances et les sujets que l'on peut se faire et se raconter au sujet de la productivité. Et surtout, je pense que ce que tu vas peut-être que tu vas carrément me contredire, mais ce que tu vas aborder, c'est que l'idée que faire plus ne veut pas forcément dire pouvoir aller plus loin, et que surtout, moi, ce que j'aimerais qu'on partage surtout, c'est que on peut travailler et moins travailler sans flinguer pour autant son business. Donc, le livre aujourd'hui s'appelle Kill Your To-Do List. Donc, grosso modo, pour les personnes qui comprennent pas ce qu'on vient de dire, ça veut dire tuer sa to-do list. Concrètement, c'est quoi le problème avec nos to-do aujourd'hui? Moi je pense que la plupart des entrepreneurs qui ont une to-do, bon déjà il y en a qui n'en ont pas, alors je me demande encore comment ces personnes font pour survivre en termes de charge mentale, mais c'est un autre sujet. Mais quand on a une to-do et qu'on est entrepreneur, il y a un peu deux situations. Soit on a une to-do qui est un vrai levier stratégique parce qu'on maîtrise ce qu'on met dedans, on fait rentrer les choses avec parcimonie et en étant hyper sélectif. Et puis après, il y a, je pense, l'immense majorité des entrepreneurs qui ont plutôt tendance à subir leur to-do, tu vois, et avoir ce sentiment, comme tu disais, de pédalage dans la semoule, de je bosse, tous les jours je me donne à fond sur mon business et pourtant j'ai l'impression soit de faire du surplace, soit le fait toute cette charge de travail que j'ai m'épuise à petit feu. C'est pas forcément un épuisement grandiloquent et flamboyant, mais ça peut être simplement cette charge de travail qui vient nous saper au fur et à mesure et qui vient nous épuiser. Et donc je pense que le problème de la to-do, il est pas tant dans l'outil en lui-même de faire des listes de tâches, mais il est plutôt dans la relation qu'on entretient avec notre to-do en tant qu'entrepreneur, et à quel point est-ce que c'est une relation dont on est maître, ou à quel point est-ce que c'est une relation un peu toxique où finalement on est en train de se faire un peu victimiser par notre to-do malgré nous, quoi. J'imagine que toi aussi, tu as dû tomber dans le panneau de ces préceptes de productivité, de to-do, et je pense que c'est au fur et à mesure de ton avancée entrepreneuriale, mais aussi de tes accompagnements, que tu t'es rendu compte qu'en fait, il y avait des trucs qui n'étaient pas OK. Justement, à quel moment tu t'es dit que tout ce qu'on nous apprend sur la productivité, ça fonctionnait pas? Je sais pas si je me suis dit à un moment
tout ce qu'on apprend sur la productivité ne fonctionne pas. Je pense juste que c'est notre culture de la productivité qui est cassée de manière globale, et je parle des entrepreneurs, mais de manière plus large, de simplement un monde du travail qui est entièrement tourné vers la performance un peu à tout prix, et que du coup, nous, en tant qu'humains, on va avoir tendance à mesurer notre valeur sur combien de cases est-ce que j'ai coché, est-ce que mon business il a avancé, combien de chiffres d'affaires est-ce que j'ai encaissé et tout. Et quand on rapporte ça à la productivité, ça fait qu'on va être dans des mécaniques de toujours plus, remplir toujours plus nos journées, faire toujours plus de choses, parce que en fait ça vient simplement chercher notre relation avec nous-mêmes, et de se dire si je fais plein de trucs, si je suis productif, alors j'ai de la valeur, alors c'est bête mais tu vois, alors on va m'aimer, alors je vais avoir du succès, etc. Donc j'en parle dans le livre, mais il y a un peu des grandes croyances qui, je pense, sont assez erronées. Par exemple, la croyance de dire si je travaille fort, si je travaille beaucoup, alors je vais nécessairement réussir. Je pense que c'est un narratif dans lequel on est enfermé et qui est très présent dans le monde de l'entrepreneuriat, mais qui n'est pas forcément vrai. Il y a des entrepreneurs qui se donnent corps et âme pour leur business et qui n'arrivent jamais à réussir, et je mets des gros guillemets à réussir, et d'autres qui vont moins travailler, mais simplement être beaucoup plus stratégiques dans leurs actions et réussir à développer un business tout en préservant leur équilibre, ou juste en ayant une vie qui leur convient. Donc il y a vraiment cette espèce d'équation, je pense, qui est à mon avis un leurre, de dire travailler plus égale plus réussir. Je pense que c'est pas une réalité. Et simplement, quand on regarde les entrepreneurs qui sont médiatisés, ou simplement les gens qui ont ce narratif-là, il y a une espèce de biais du survivant, tu vois. C'est les entrepreneurs qui réussissent de manière flamboyante. Peut-être que c'est des gens qui ont beaucoup travaillé. Et donc, du coup, il y a vraiment ce discours très fort dans le milieu entrepreneurial de il faut faire des sacrifices, il faut travailler beaucoup, c'est normal de pas dormir sur les 2 premières années de ton business, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas de vérité, en tout cas, il n'y a pas une part de vérité là-dedans, mais je pense que c'est pas toute la vérité, quoi. Mmh. Comme tu l'as dit, il y a le truc de, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui cochent, des cases, à longueur de journée, et je ne sais combien de cases, mais qui peuvent quand même avoir l'impression de stagner. Pourquoi il y en a qui peuvent abattre je ne sais combien de tâches, je sais pas, une quinzaine de tâches, ça donne le tournis rien que d'y penser, et malgré ça ne pas pouvoir faire avancer leur business? Parce que quand on a un business à faire tourner, quand on a des clients, etc., souvent on est en fait simplement enfermé dans de l'opérationnel. Donc c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de choses. Je sais pas, je vais répondre à mes mails, je vais gérer mes rendez-vous, je vais produire pour mes clients, etc. Mais à la fin de la journée, en fait, j'ai travaillé pour les autres, mais j'ai pas forcément travaillé pour mon business à moi. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment deux catégories de tâches qu'on peut mettre dans une to-do. Il y a les tâches opérationnelles qui sont là pour finalement faire tourner le business, entre guillemets. Donc c'est tout ce qu'on va faire de manière récurrente, tout ce qui va concerner la production pour les clients, le fait de délivrer pour les clients, etc. Et puis il y a les tâches de construction, donc des tâches qui vont plutôt concerner des aspects stratégiques de notre business, faire de la stratégie, créer des nouvelles offres, se repositionner, etc. Et qui vont nous permettre, c'est elles en fait en réalité qui vont nous permettre de comme monter des paliers, si on voit ça un peu comme une espèce de jeu vidéo, tu vois, où tu te dis ok, je suis à la marche X et je voudrais passer à la marche supérieure. Soit juste changer des trucs dans notre business en fait de manière générale. Parce que pour moi, il y a vraiment une différence. Enfin, je pense que quand on parle de stagner, il y a vraiment ce truc de on vise la croissance. On peut viser la croissance en tant qu'entrepreneur, on peut aussi viser juste des évolutions, la croissance faisant partie d'une évolution possible, mais il y a plein d'évolutions possibles quand on est dans un business. Ça peut aussi être de dire, je sais pas, je suis freelance et je veux sortir de la vente de temps. Est-ce que ça va me permettre de faire de la croissance? Peut-être, mais c'est aussi une évolution en tant que telle de changer en fait les paramètres de mon entreprise, quoi. Et donc du coup, je pense que ce qui se passe très concrètement, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui sont focalisés justement sur ces tâches très opérationnelles de production, et qui vont systématiquement remettre à plus tard les tâches de construction. Pas parce qu'ils travaillent pas assez, pas parce qu'ils sont mauvais, mais simplement parce que en fait, on a tendance à prioriser ce que nos clients, déjà de manière générale, et du coup, c'est ça qui va poser problème au bout d'un moment. C'est quoi le risque, de repousser ces tâches de construction finalement? Je pense que le risque, il est surtout dans l'épanouissement qu'on va avoir en tant qu'entrepreneur vis-à-vis de notre business. Enfin, je pourrais te dire, le risque, c'est en effet, notre business stagne, on n'avance pas, il y a pas la croissance qu'on attend et tout. Mais au bout du bout, la croissance d'un business, ce qui va compter, c'est comment est-ce que toi, tu te sens par rapport à ton entreprise, tu vois.
et quel type d'émotion est-ce que ça va venir chercher chez toi. Et je pense que c'est plutôt de l'insatisfaction et l'impression de mouliner en permanence, et aussi une certaine, je dirais, un certain épuisement émotionnel, tu vois, de ce qu'on disait, de la frustration. Si tu accumules la frustration systématique de j'ai l'impression de faire tout comme il faut et en fait, j'arrive pas à atteindre les objectifs que je voudrais ou à faire évoluer mon business dans le sens que je voudrais, bah, c'est hyper démoralisant et au fur et à mesure du temps, je pense que tu as un peu ce truc de ta flamme qui commence à se ternir, voire à s'éteindre, quoi. Oui, puis je pense qu'aussi le risque bien au-delà, qu'il soit uniquement, son propre épanouissement perso dans son activité pro, c'est, au cas où un client nous lâche pour X, Y raison, de ne pas avoir justement, cultivé, la stratégie pour s'assurer qu'en fait, si à un moment donné on perd 30 de son chiffre d'affaires, du jour au lendemain comme ça peut arriver, qu'on soit pas en mode genre: «Waouh, survie, panique à bord» parce qu'en fait on n'a pas travaillé la strat derrière. Complètement. Sur ça, je suis tout à fait d'accord. Je dirais que sur vraiment le long terme, si on prend vraiment la vision très macro du business, c'est essentiellement un truc, d'épanouissement personnel et de comment est-ce que je me sens par rapport à mon business, ou en tout cas, est-ce que je me sens dans une situation de réussite par rapport à mon entreprise ou pas? Mais je suis complètement d'accord avec toi, sur, ces tâches stratégiques. Elles sont aussi, vitales d'un point de vue, gestion du risque, et gestion de l'incertitude en tant qu'entrepreneur, parce que, se reposer sur ses lauriers, on a le droit de le faire et c'est important aussi de réussir à savourer, le où on en est. Mais on peut pas non plus, négliger, son business, et puis là, on le voit en plus avec des évolutions de marché qui sont de plus en plus rapides et de plus en plus, intenses. Évidemment que typiquement, bon, l'éléphant dans la pièce, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Évidemment que les entrepreneurs qui vont reporter systématiquement des actions qui, pourraient leur permettre de s'adapter à cette nouvelle réalité, bah, à la fin du fin, ça peut vraiment mettre en péril leur activité, l'attractivité de leurs offres pour leurs clients, et cetera, quoi. Complètement. Dans les personnes que tu accompagnes, justement, c'est quoi que tu vois le truc, le plus fréquent? Est-ce que c'est uniquement des journées blindées? Est-ce que c'est, des to-do sur un la semaine dernière, la semaine dernière, j'avais une cliente, qui était complètement dispersée, paumée, qui savait pas quoi faire, tout ça et je lui dis: «Mais où se trouve ton entreprise? Comment tu la gères?» machin et elle m'a sorti un cahier, genre vraiment un grand cahier d'école avec 2 pages de trucs à cocher. J'étais là genre: «Mais c'est pour quand ça?» Elle me dit: «Bah, c'est pour là». J'étais là genre: «Oh, PLS activé». Est-ce que c'est ce genre de choses que tu vois le plus fréquemment justement, chez les entrepreneurs que tu accompagnes? Alors oui. Après moi j'avoue je suis pas une comment dire, j'allais dire une ayatollah, je suis pas une orthodoxe de l'outil, quoi, tu vois? C'est-à-dire que, je suis pas forcément, en mode il faut absolument utiliser tel type d'outil, et cetera. Je pense que tu peux être ultra organisé, être ultra efficace avec, juste un carnet et un stylo. La question c'est comment est-ce que tu l'utilises et quelles questions est-ce que tu te poses au moment où tu fais ta to do justement dans ton carnet et dans ton stylo. Donc oui, il y a vraiment ce côté, je dirais, alors les gros cailloux que je vois dans les chaussures des entrepreneurs que j'accompagne. Le premier, c'est les entrepreneurs qui n'ont vraiment aucun système d'organisation, qui se sont jamais penchés sur la question et qui gèrent tout dans leur tête. Ça, c'est souvent compliqué au bout d'un moment, c'est-à-dire que ça tient pendant un petit temps et puis en fait, juste en tant qu'entrepreneur, tu as 10 000 casquettes à porter, tu as 10 000 trucs à gérer, tu as 10 000 décisions à prendre, tous les jours de toute ta vie. Tout garder dans la tête, ça crée une charge mentale de fou et c'est évidemment épuisant. Je pense que c'est bien de rappeler ici, à ce micro, que si vous avez de la charge mentale, c'est pas juste vous le problème, c'est aussi que votre cerveau n'est pas fait pour, accumuler et faire une to-do list à l'infini, dans votre tête, et c'est aussi pour ça qu'il y a des outils qui existent pour permettre de décharger tous ces trucs qu'on a tendance à garder dans notre cerveau, les externaliser d'une certaine manière et du coup réussir à déjà faire redescendre un peu cette pression-là. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est un peu, ce que tu disais, il y a plein de tâches en même temps et au-delà de l'outil, c'est plus toutes les tâches sont au même niveau, elles sont toutes pour avant-hier, elles sont toutes hyper urgentes, elles sont toutes, tu vois? Donc en fait, une espèce d'homogénéité de non-priorisation où toutes les tâches sont au même niveau et du coup, quand je suis face à ma to-do, j'ai même aucune idée de par où est-ce que je dois commencer parce que j'ai aucun sens de priorisation, de priorisation. Donc ça, c'est un deuxième gros truc et puis souvent quand, les entrepreneurs, ils vont avoir des sujets sur la priorisation, ils vont se tourner vers des méthodes un peu, «toutes faites» entre guillemets, typiquement la matrice d'Eisenhower, tu vois? Donc le truc de: est-ce que la tâche est urgente? Est-ce que la tâche est importante? Et sur le papier, c'est très bien, mais dans la pratique, ces critères de urgent et important, ça parle pas tellement et du coup, c'est pas toujours très simple de faire le tri dans ces tâches.
Et donc du coup, il y a un autre critère qui, à mon sens, est hyper intéressant à aller chercher quand on priorise ses tâches et qu'on essaye de faire du tri dans sa to-do, justement, de qu'est-ce qui doit être prioritaire et qu'est-ce qui, à l'inverse, peut potentiellement passer à la trappe, parce que oui, on a le droit aussi de supprimer des trucs de sa to-do. C'est la question de la rentabilité, de qu'est-ce qui va être vraiment rentable pour moi sur le court terme, sur le long terme, et de réussir à faire un mix entre les tâches, du coup, ce qu'on disait opérationnelles, et les tâches stratégiques, pour pas être tout le temps en train de répondre à ses mails, faire des trucs à droite à gauche, mais jamais avancer sur ce qui compte vraiment pour son business et pour soi. Mmh. Clairement d'accord avec toi. Et il y a aussi cette histoire de parfois dans les to-do, on peut trouver des énormes tâches. Tu sais, par exemple, ça va être podcast. Et en fait, dans podcast, tu as tellement de choses à faire dans podcast que, genre, ça peut pas être juste une tâche à part entière. Donc, c'est l'énormité de la tâche que l'on peut mettre dans une to-do. T'es là, genre, mais en fait, c'est un créneau, c'est, c'est un batching. Enfin, Mm. ça peut pas être juste ça. Et il y a aussi cette idée de trouver un sens derrière la tâche parce que parfois on peut faire des trucs parce qu'il faut faire des trucs, on sait plus pourquoi faut faire ce truc, qui nous a dit qu'il fallait faire ce truc, et en fait du coup il y a plus de sens et ça devient quelque chose de soit un pilote automatique, soit ultra contraignant. Et ça peut être aussi dans ces deux situations-là qu'on peut commencer à être en procrastination active et à reprendre cette to-do et à remettre des choses dans la to-do en disant mais je sais pas pourquoi je fais ça, mais il faut que je le fasse, j'ai pas envie de le faire mais je dois le faire. Enfin, tu vois, il peut y avoir des choses qui sont pas ouf aussi derrière la to-do, quoi, entre l'ampleur et le sens aussi. Complètement. Mais alors, je suis complètement d'accord avec toi sur les erreurs très courantes, entre guillemets, de gestion de sa to-do. En effet, le fait de mettre des trucs hyper vagues, qui ne sont même pas des tâches en réalité, qui sont... Enfin, tu vois, Un projet. typiquement, ton exemple de podcast, c'est pas une tâche, c'est même pas un projet parce que ça n'a ni début ni fin en soi, tu vois. C'est tout un truc à gérer de manière un peu continue dans mon business, et évidemment que ça va impliquer un ensemble de tâches que je vais potentiellement répéter de manière régulière et tout. Et carrément sur ces tâches, alors je pense que c'est presque les tâches les plus intéressantes, celles qu'on fait en pilote automatique. On les fait parce que ça a toujours été comme ça, tu vois, ou parce que on nous a dit à un moment qu'il fallait faire comme ça, donc on le fait. La raison d'être de la tâche, on sait plus trop. Et c'est là aussi que je trouve hyper intéressant de regarder sa to-do avec un prisme de rentabilité. C'est par exemple de se dire, le fait de, je sais pas, je publie X fois par semaine sur LinkedIn parce qu'on m'a dit qu'il fallait être présent sur les réseaux sociaux, tu vois, pour exister en tant qu'entrepreneur et tout. Est-ce que c'est un truc qui est vraiment rentable pour moi ou pas? Et quand je parle de rentabilité, c'est le temps que j'y passe, l'énergie que ça me prend, le plaisir que j'y trouve. Est-ce que est-ce que ça me permet d'atteindre l'objectif que j'ai derrière cette tâche ou pas? Et tout ça, c'est des éléments où, en fait, au fur et à mesure qu'on fait grandir un business, moi, je vois un peu ça comme une espèce de millefeuille, tu vois. Genre, tu fais grandir ton business et puis tu as des responsabilités qui viennent s'ajouter les unes sur les autres. Et au fur et à mesure, ta to-do, elle grossit, elle gonfle, jusqu'à devenir une espèce de monstre de Frankenstein un peu incontrôlable, là. Et je pense que c'est quand t'es dans ce truc-là de je suis débordée, mais je suis débordée de manière un peu permanente, systémique. C'est un peu tous les jours la même chanson, toutes les semaines la même chanson. Tous les mois, je me dis « Ah, ça ira mieux quand ce projet sera passé, j'aurai fini avec ce client et tout. » Mais en fait, ce futur où on lève le pied n'arrive jamais réellement. Je pense que c'est le bon moment pour se demander « Ok, je fais le point sur tout ce que je gère dans mon business de manière générale. Et est-ce qu'il n'y a pas des choses, et c'est aussi pour ça que le livre s'appelle Kill Your To-Do List, parce que l'objectif, c'est pas de tuer sa to-do list en tant que telle, mais c'est de tuer les tâches qui sont inutiles ou pas rentables ou pas intéressantes dans votre to-do, et de réussir du coup à retrouver ce temps, cette énergie, ce jus de cerveau que vous avez envie d'investir ailleurs en réalité. Justement, tu parles d'une approche minimaliste sur le fait de killer, de gérer et d'optimiser sa to-do. Concrètement, ça pourrait ressembler à quoi une to-do minimaliste dans une journée d'un entrepreneur avec cette approche justement? C'est hyper difficile de répondre de manière très précise parce que je pense que ça dépend beaucoup de la réalité de l'entrepreneur, de où est-ce que tu pars, où est-ce que tu veux aller. Je pense que tu vois, pour moi, le minimaliste, peut-être que toi, tu vas avoir ta définition d'une to-do minimaliste. Moi, je vais avoir ma définition d'une to-do minimaliste et on n'aura peut-être pas le même, tu vois, la même échelle d'évaluation de à quel point c'est minimaliste ou pas. Par contre, je pense que une to-do minimaliste, c'est une to-do dans laquelle presque t'as plus rien à enlever, tu vois. T'as vraiment fait, t'as fait un tri, t'as épuré au maximum et tous les trucs qui étaient superflus, t'as réussi à les évacuer d'une manière ou d'une autre. Moi, je sais que ma stratégie préférée pour évacuer les choses qui sont pas utiles, c'est de les supprimer. Je pense que
C'est important de réussir à s'autoriser à supprimer des trucs quand on est entrepreneur et pas juste de dire ça j'aime pas le faire ou c'est pas très rentable donc je vais le déléguer. Si c'est déjà pas rentable quand c'est vous qui le faites, le déléguer ne rendra pas le truc plus rentable nécessairement. Mais du coup pour moi une to-do minimaliste ce serait de dire je vais passer je sais pas peut-être 50% de ma to-do c'est de la production pour mon business où je suis en train de faire des choses, de faire avancer les projets en cours, les clients en cours. Et puis j'ai peut-être 50% qui vont être plutôt des tâches de construction où je vais soit gérer, soit vraiment construire, être sur des projets stratégiques qui vont me permettre de faire avancer les choses. Mais encore une fois, cette proportion, pour moi, elle est hyper dépendante de plein de facteurs. Ça dépend quel est ton business model à l'instant T. Ça dépend quelle est ton activité, tu vois, par exemple, ce serait pas la même chose une to-do minimaliste pour quelqu'un qui est artisan, pour quelqu'un qui est prestataire de service. Enfin, tu vois, les réalités sont très différentes, quoi. Donc, c'est difficile de te dire de te vendre un t-shirt taille unique, tu vois. D'ailleurs, c'est un truc dans lequel je crois très peu. Je pense que chacun a besoin d'ajuster les choses en fonction de sa réalité, de sa capacité de travail aussi, parce que encore une fois, on n'a pas tous la même capacité de travail. Voilà. Ok, trop bien. Mais j'ai quand même envie de te challenger sur un truc qui est une peur assez concrète chez beaucoup d'entrepreneurs, qui est mais ok Claire, t'es sympa avec ta to-do minimaliste, mais si je fais moins, pardon, j'ai peur de moins gagner. Que répondre à ça? Déjà, c'est une peur que je comprends carrément parce que elle est hyper humaine et que moi-même, je peux la vivre en tant qu'entrepreneur. Je l'ai déjà vécu en tant qu'entrepreneur. En revanche, ce dont je suis sûre et certaine, c'est que l'idée, c'est pas de supprimer tous les trucs qui vous saoulent, de plus rien faire dans son business. C'est juste de choisir avec beaucoup plus d'intention ce qu'on met dans sa to-do et comment est-ce qu'on fait les choses. Dans un business, si on schématise un petit peu, ce dont on a besoin en vrai en tant qu'entrepreneur, c'est pas de tant de choses que ça. On a besoin d'un produit ou d'un service qu'on va pouvoir vendre, donc on va dire le truc, ce qu'on va vendre. On a besoin d'un système d'acquisition, donc c'est-à-dire une stratégie qui va nous permettre de trouver ou d'attirer des clients. Et puis on a besoin d'un système qui nous permet de délivrer ce qu'on a fait, ce pourquoi on a fait payer. Enfin, si on schématise de manière vraiment dans les grandes lignes, on a besoin de ça. Et puis des systèmes pour gérer le business en tant que tel, mais je le mets un petit peu à part. Donc si on se dit j'ai besoin d'une offre, d'un système d'acquisition et d'un système de production, en fait, déjà si on resserre notre to-do list sur ça, on a plein de choses qui potentiellement vont passer dans un second plan. Donc ça, c'est vraiment la partie opérationnelle. Là où les entrepreneurs, je pense, font souvent une erreur, c'est que c'est sur le système d'acquisition. Parce que justement, quand on a peur de manquer d'argent, notamment, on va avoir tendance à multiplier les stratégies pour attirer des clients. Ah bah je vais être sur Insta, et puis pour avoir plus de clients, je vais aussi faire un podcast, et puis je vais aussi faire ça, et faire ça, et faire ça, et faire ça. Et en fait, ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on disperse en réalité notre temps et notre énergie. Et à mon sens, un système d'acquisition avec moins de choses, mais sur lesquelles on se concentre mieux, sur lequel on devient vraiment très bon, il sera nécessairement plus efficace qu'un système d'acquisition sur lequel je vais essayer de me transformer en pieuvre, mais en réalité, je fais tout un peu à moitié ou tout un petit peu, tu vois, pas, de manière pas très optimisée parce que j'ai plein de choses à gérer en même temps. Donc moi, ma vision, c'est que quand tu supprimes notamment des choses sur le système d'acquisition, c'est pas juste supprimer, c'est supprimer de manière intentionnelle, de dire bon, qu'est-ce que je choisis de faire délibérément et qu'est-ce que je choisis de ne pas faire délibérément, et comment est-ce que j'arrive à, avec le temps, l'énergie, etc., que je retrouve parce que j'ai décidé de supprimer certaines parties, comment est-ce que je réinvestis ce temps, cette énergie, ce jus de cerveau à amplifier les résultats de mon système d'acquisition de choses qui fonctionnent déjà. Là, je vais prendre un exemple de mon expérience personnelle. C'est un truc que j'ai fait il y a 3 ans, 2 ans. Je sais, les dates, je suis nulle. Mais il y a quelques années, j'ai décidé d'arrêter de poster sur Instagram. Ça faisait, je sais pas, peut-être 7 ans que je postais de manière assez régulière sur Instagram. J'ai plusieurs milliers d'abonnés sur la plateforme et tout. Donc en soi, d'un point de vue tout à fait extérieur, c'est pas du tout logique de faire ce choix de me dire je coupe un canal d'acquisition qui fonctionnait jusqu'à maintenant. Mais en réalité, moi, c'est un truc sur lequel je prenais de moins en moins de plaisir, ça devenait une obligation, ça me prenait énormément de temps, énormément de charge mentale, etc. Et je me suis dit, écoute, tu testes, tu vois si tu peux supprimer Instagram et
reporter tout ce temps, toute cette énergie sur le podcast que moi j'avais déjà lancé, Et du coup, en fait, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai augmenté mes résultats grâce au podcast. Comment dire, j'ai boosté en fait mon acquisition sur le podcast et ça a largement pris le relais de ce que j'avais sur Instagram. J'ai même pour le coup augmenté mon chiffre d'affaires cette année-là parce que au lieu de courir 2 lièvres à la fois, bah j'en ai chassé qu'un seul, mais je l'ai chassé de manière un peu obsessive, quoi, tu vois. Trop bien, j'allais justement te demander, un cas concret sur un avant après, client, mais tant mieux, en plus tu nous apportes, ta propre expérience à toi. Justement si, alors je vais dire si quelqu'un nous écoute, oui, des gens nous écoutent aujourd'hui, mais que cette personne-là, est débordée, a genre 1000 trucs à faire et ne sait plus où donner de la tête. Hem, Quelle est la première chose, à faire? Et j'ai plutôt envie de dire, quelle est la première chose à arrêter de faire? Quelle est la première chose à arrêter de faire? C'est une bonne question. De la tourner comme ça, tu en train de me poser une colle. Quelle est la première chose à arrêter de faire? Tu as le droit de répondre: «Bah, arrêtez de courir comme une poule sans tête», ça je prends la réponse. Alors oui, faut arrêter de courir comme un poulet sans tête, mais c'est pas une action très actionnable pour les personnes qui nous écoutent. Non, je dirais que la première chose à arrêter de faire, c'est peut-être justement ce que tu décrivais tout à l'heure avec la personne avec qui tu as échangé, tu vois, de faire des to-do longues comme le bras. Arrêter de faire des to-do longues comme le bras, je pense que c'est un très bon premier truc à faire, de essayer déjà de remodeler sa vision de la to-do pour se dire je fais rentrer dans ma to-do du jour les quelques trucs sur lesquels j'ai vraiment envie et besoin d'avancer. Mais on arrête de faire des to-do longues comme le bras parce que, on l'a dit, ça fait qu'il n'y a aucun élément de priorisation, on ne sait pas où donner de la tête et du coup, bah, potentiellement, ça va être paralysant parce que je sais pas quelle est la prochaine action à faire. Donc juste, je suis devant ma to-do et je suis là, bon, ok, j'ai plein de trucs à faire, mais par où commencer? Et le deuxième truc que ça va provoquer, c'est que on va rentrer dans une boucle de frustration et de culpabilité de j'ai fait une to-do, j'arrive pas à aller au bout de ma to-do, du coup je culpabilise, je me sens un petit peu nulle. Le lendemain, je recommence, je me dis allez, cette fois-ci c'est la bonne, j'arrête de procrastiner, je vais faire ça, ça et ça et ça et ça et ça et ça. Je me remets encore une pelletée de charge de travail sur la figure là, et puis de nouveau, j'arrive pas à aller jusqu'au bout, etc. Donc je pense que quand on est débordé, le premier truc à arrêter de faire, c'est du coup de faire des to-do longs comme le bras et de se forcer à se demander ok, c'est quoi les 3 premières actions sur lesquelles j'ai besoin d'avancer là maintenant, et si je les fais aujourd'hui, j'aurai déjà le sentiment du devoir accompli entre guillemets, et de remettre une dynamique de priorisation dans son organisation. Et donc remettre une dynamique, de priorisation dans son organisation, ce serait potentiellement la première chose, à faire une fois qu'on a décidé sur quoi on arrête de tourner. On met ça en place et on se concentre vraiment sur, la priorisation qu'on a mis en place, quoi. Ouais, complètement. Et puis du coup, bah, quand on veut rentrer dans une dynamique de priorisation, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on priorise? Parce qu'en fait, quand je te dis ok Justine, priorise ta to-do, bah d'accord, mais genre comment je m'y prends en fait? Quelles questions est-ce que je dois me poser pour prioriser? Et c'est là que du coup on a besoin de un peu rétro-pédaler, ou en tout cas aller sur des couches un peu plus abstraites de l'organisation, disons ça comme ça. Faut bien comprendre que la priorisation, elle ne se fait que quand on a une grille de lecture de sa to-do list. C'est-à-dire de dire bah ça c'est une tâche qui va être plus prioritaire que celle-là, parce qu'elle répond à un objectif, parce qu'il y a une date butoir qui arrive, etc. Et donc du coup on a besoin en fait nécessairement d'aller travailler les autres couches de l'organisation pour réussir à la fin à ce que notre to-do, elle soit minimaliste ou pas, peu importe, mais en tout cas que ce soit un outil qui soit un levier stratégique et pas juste un truc sur lequel on culpabilise tous les jours. Mais ça demande de faire d'autres étapes en amont, de réfléchir un peu déjà, c'est quoi notre vision en tant qu'entrepreneur, où est-ce qu'on veut aller, quel type de business est-ce qu'on veut construire, et puis de manière beaucoup plus micro, beaucoup plus pragmatique, c'est quoi les objectifs sur lesquels j'ai envie d'avancer là en ce moment, quel projet client est-ce que j'ai besoin de faire avancer aussi, en fait quel défi, quel problème est-ce que j'ai envie de résoudre là à l'instant T dans mon business. Et du coup on peut se poser des questions en fonction de notre situation actuelle, de je sais pas, imaginons le truc qui m'empêche de dormir en ce moment, c'est j'ai un problème de trésorerie, bah en fait je vais prioriser ma liste de tâches avec ce prisme-là. Si mon défi en ce moment c'est je sais pas, j'ai une offre que je veux lancer et j'ai du mal à trouver le temps d'avancer dessus, je vais
prioriser avec ce filtre-là. Mais du coup, pour une to-do, en fonction de la clé de priorisation qu'on utilise, on va pas atterrir sur le même résultat, quoi. Avant de découvrir ton livre, parce qu'il est sorti le 12 mars, hi je suis trop contente de dire 12 mars parce que tout à l'heure en off, j'ai dit: «On est d'accord, c'est bien le 12 mars» parce que la rêve, c'est que le 12 mars, c'est la Sainte Justine et je me suis dit: «Si je le dis en live et qu'en fait, elle me sort une autre date, rien à voir, je mets les pieds dans le plat». C'est le 12 mars, porte-bonheur parce que c'est la Saint-Justine évidemment. Avant de découvrir ton livre, moi j'appelais ça non pas une to-do minimaliste, mais mon bouton d'arrêt d'urgence. Tu vois, quand en 2024 j'ai eu mon impayé de 30K, que j'avais des élèves à gérer, qu'il fallait que je renfloue la trésor, que j'avais une équipe aussi avec moi, j'étais un peu en mode warzone totale. En plus d'être moi complètement au bout du rouleau avec un dos bloqué et tout ce que je crée autour de ce choc émotionnel. Et j'étais vraiment, j'arrêtais pas de courir après tout sans priorisation aucune, puisqu'en fait, tout était en feu d'un coup, tu vois? Et que c'est vraiment l'imprévu, inattendu dans les règles de l'art. Et à un moment donné, tu vois, et ça a pris une discussion avec Romain Collignon, justement, que j'avais eu dans le podcast, et j'étais vraiment au bout du rouleau. Il m'a dit: «OK, viens, on discute 5 minutes, qu'est-ce qui se passe?» Et là, il m'a dit: «Il est où ton bouton d'arrêt d'urgence?» Et en fait, c'est à ce moment-là que je me dis: «Mais oui, oui, en fait, il faut que j'appuie sur mon bouton d'arrêt d'urgence, donc je me concentre uniquement sur les actions qui vont évidemment faire avancer mon business, qui vont arrêter de me mettre sur tous les fronts à chaque fois et répondre à l'objectif de là, c'est de la trésor à fond. Et donc, j'avais vraiment tout élagué. Mon podcast, je l'avais mis en pause. Et j'étais vraiment que sur des actions. Allez, on y va sur de masterclass. On fait que des emails et on fait du CRM et on fait de la conversation. Et j'ai fait ça, mais pendant des semaines, voire des mois, tu vois, à me concentrer là-dessus. Et c'est fou parce que j'avais mis ça, mais sous le truc de c'est mon bouton d'arrêt d'urgence, donc évidemment ma posture elle était différente, tu vois, c'était pas dans mon quotidien, c'est quand ça va mal, voici mon bouton, tu vois. Et Mmh. le fait que tu l'approches avec quelque chose qui est déjà plus sain pour soi-même, clairement, plus sain pour son business, ça change vraiment tout parce que il n'est pas juste question d'une liste de tâches et comme tu l'as abordé, tu parles de la vision, tu parles de la boussole, tu parles des croyances, tu parles du business model, tu parles même des clients que l'on doit se séparer également. Tout ça, ça fait aussi partie des sujets, des questions que l'on doit se poser et donc je suis très contente d'avoir changé mon truc de mon instinct de survie avec mon bouton rouge à ah en fait ça peut être quelque chose de safe pour soi, de sain, d'agréable et dans un quotidien où, bah, généralement, comme tu le dis, on a tendance à ajouter, 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 que, plutôt supprimer. Alors, en plus, tu le dis dans ton livre, il y a des entrepreneurs qui, 1 n'ont pas de to-do, d'autres qui peuvent mettre des coups de hache dans les to-do. Moi, je fais partie de cette team-là, hein. Genre, oui ou non? Non, bah, ça peut dégager très facilement, tu vois? Complètement. Donc c'est cool, tu vois? J'ai pas tendance à accumuler des choses. Mais parfois, je peux supprimer des choses juste parce qu'il faut le supprimer et sans grande réflexion derrière. Donc, tout ça, ce sont des questions que tu abordes dans le livre. Et ce que j'aimerais aussi aborder avant qu'on termine sur le sujet du jour, il y a des entrepreneurs chez qui tout fonctionne, le business, chiffre d'affaires, les clients sont contents, ils avancent, ils ont du temps de strat, etc. Et au bout d'un moment, ils peuvent ne plus avoir envie de faire tout ce qui fonctionne, tout ce qui apporte des choses et on peut retrouver des entrepreneurs un peu down, un peu en baisse d'énergie, un truc ça vivote, c'est OK, c'est un peu mou, tu vois un peu ce truc-là, il y a plus vraiment d'élan. Quel lien tu peux faire entre un entrepreneur qui en a marre de son business, même s'il fonctionne, et justement sa propre gestion du temps et sa charge mentale? C'est une super bonne question. Je pense que tu vas me détester parce que à chaque fois je dis ça dépend des cas. Vraiment, je suis abaffée. Mais malgré tout, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui cloche, tu vois? Si je me sens vraiment pas bien dans mon business, comme tu dis, ça vivote, et cetera, c'est bah, d'où est-ce que ça vient? Parce qu'en fonction des situations, il y en a où ça peut être vraiment 100% lié à la gestion du temps en fait, j'ai l'impression de devenir un peu, salariée, voire esclave de mon business et que bah, je suis rentrée dans une routine, tu vois? Genre, c'est un peu la relation amoureuse, OK, ça fait X années, genre, c'est bien, mais tu sais, il m'offre plus de fleurs, Plan-plan. il y a plus la flamme, quoi, tu vois? Mais en même temps, je l'aime, j'ai pas spécialement envie de le plaquer, mais juste, est-ce qu'on pourrait pas remettre un peu de piment dans cette relation? Et puis d'autres, ça va vraiment être la conséquence d'une surcharge permanente, tu vois? De vraiment, oui, tu fais tout, tu coches toutes les cases, tu as été bonne élève, tu fais tout comme il faut, mais en fait, bah, ça fonctionne plus. Et du coup, c'est un peu des situations différentes. Je dirais que dans le premier cas, l'enjeu, ça va être, de réussir à s'autoriser à, au contraire, augmenter sa to-do avec des projets qui sont plus des projets créatifs, des trucs qui nous font kiffer, de tester, d'expérimenter, d'aller sur des terrains qui sont peut-être inconnus, qui sont peut-être pas optimisés, qui sont peut-être, voilà. Je pense qu'il y a vraiment
des saisons, tu vois, dans un business. Moi, je le vois vraiment comme une espèce d'accordéon ou de diamant, tu vois. Tu as des saisons où tu vas être en mode expérimentation, je teste des trucs, je lance des nouveaux trucs parce que j'ai besoin d'être dans cette énergie de renouvellement, on va dire. Et puis il y a des saisons où OK, j'ai renouvelé des trucs, c'est cool, mais là je sens que ça commence à tirer un peu sur la corde en termes de charge de travail et je vais essayer de resserrer les choses. Et là du coup c'est le moment où on va être plutôt dans une logique de tri, d'optimisation, de retirer les éléments qu'on a testés et qui ont marché un moment et pas plus forcément maintenant, ou qui juste sont pas suffisamment rentables entre guillemets pour nous. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment des saisons différentes et ça fait partie des choses que moi j'expérimente en tant qu'entrepreneur et que j'ai appris au fil du temps. C'est que quand t'es entrepreneur, c'est pas un truc, tu vois, c'est pas une expérience linéaire. Et je parle même pas des incertitudes de plus ou moins de chiffre d'affaires, plus ou moins de clients et tout, mais je parle juste de la relation qu'on a avec notre business de manière générale. Je pense qu'on glamourise beaucoup ce truc-là, mais ça nous arrive aussi d'être dans des périodes de désamour, tu vois, avec notre business, en fait, on a besoin de, je sais pas, de changer des trucs. On sait pas forcément encore quoi exactement, mais juste de se renouveler. Et là, je trouve que c'est le bon moment, justement. On parlait, tu vois, de vision tout à l'heure, de se replonger dans des exercices un peu euh, d'exploration de soi-même, tu vois, d'introspection pour aller chercher ce qui peut coincer ou ce vers quoi on a envie d'aller, quoi. C'est quoi le prochain chapitre qu'on a envie d'ouvrir? Très clair, trop bien. J'ai une dernière question un peu cash, histoire de faire un petit électrochoc aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. C'est quoi le vrai coup de continuer ces journées, en tout cas de remplir ces journées sans réfléchir? Pour moi, le vrai coup, c'est tu vas casser la machine. Et la machine, c'est toi. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur et notamment quand tu es... je dis quand tu es indépendant, mais je pense que c'est aussi vrai quand tu es chef d'entreprise avec une équipe. C'est qu'à un moment, si toi, tu plus l'énergie, tu plus la vision, tu plus l'élan, entre guillemets, de faire avancer les choses, la réalité, c'est juste que tu vas mettre à un moment la clé sous la porte. Ça peut être un choix délibéré. On a le droit aussi de choisir de quitter l'entrepreneuriat, d'être très heureux, très en paix avec ce choix-là. Mais si c'est pas la vision qu'on a et qu'on a envie de continuer à être entrepreneur, le vrai risque pour moi, c'est ça. C'est vraiment d'arriver à une espèce de point de rupture, d'épuisement mental, émotionnel, physique aussi potentiellement, qui fait que juste en fait, on a dépassé nos limites tellement fort qu'on peut plus assumer le fait de porter une entreprise. Avant de terminer cet épisode, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, le meilleur de tes liens sera en description de l'épisode, mais peut-être que tu as envie qu'on te retrouve précisément à certains endroits. Le mieux, c'est sur le podcast, du coup, parce que c'est là où je suis la plus active et là où il y a le plus aussi de contenu pour creuser les sujets qu'on a abordés ensemble. Il y a presque 200 épisodes, donc vous avez de la matière si ça vous parle et que vous avez envie de creuser ces questions de gestion du temps. Et puis voilà, puis la newsletter aussi, je suis pas toujours hyper régulière, mais j'envoie des emails de manière à une certaine fréquence pour inspirer et nourrir les personnes qui me lisent. Merci beaucoup, Claire. Pour conclure cet épisode, je pense que si on doit garder qu'une seule chose aujourd'hui, c'est vraiment cette idée que si tes journées sont pleines, c'est pas forcément que ton business avance. Et peut-être que tu peux penser aujourd'hui que c'est parce que tu vas faire moins que tu vas moins valoir quelque chose. Au contraire, Claire l'a bien expliqué, parfois le vrai move, c'est pas d'en faire plus, c'est plutôt d'arrêter de s'éparpiller et enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment et ce qui peut vraiment changer la donne pour soi à titre personnel, mais aussi à titre pro, puisque généralement on s'est très bien accumulé dans les deux, mais là où il y a le plus d'impact dans notre vie perso, c'est quand on fait n'importe quoi avec le pro. Donc voilà, l'idée, voilà, c'est pas d'en faire spécialement plus, c'est plutôt d'arrêter de s'éparpiller. Merci beaucoup Claire pour cet échange. Si cet épisode vous a parlé, ça a résonné très fort, il y a évidemment le podcast, il y a le livre que je remontre aux personnes qui nous regardent sur YouTube. Et surtout, j'ai envie que vous partiez avec une question aujourd'hui, c'est est-ce que tout ce que tu fais aujourd'hui mérite vraiment d'être fait, ou est-ce que tu es en train de juste remplir quelque chose pour éviter de choisir? Je pense que c'est un petit peu ça le mot-clé de ton livre, en tout cas l'idée de ton livre et l'idée de cet échange aujourd'hui. Donc autant que vous partiez avec une question un peu cash et passage à l'action. On se retrouve très vite sur les internets dans le prochain épisode de podcast. Merci encore Claire et à très bientôt. Merci à toi. Bye bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien, fait réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi.
Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise. Bye bye!